Okay, hello everyone. Thank you for being here. Thank you for investing time on Saturday to come to learn about DevOps, machine learning, and Rasa. I know that there is a huge community in your area that likes and are champions of Rasa virtual assistants. So I hope this will be of your interest and you can enhance your development workflows when it comes to Rasa virtual assistants. My name is William. I am based in Prague, in Czech Republic, and I work at GitLab as technical marketing engineer. And today I want to show and share with you some of the lessons learned while deploying machine learning models using a DevOps platform and how the combination of GitLab plus tools like DVC for data version control can make, first of all, your life easier and help you to step up your automation and machine learning ops journey. So it's very important, and I want to highlight that today we will emphasize in the use case of a Rasa virtual assistant in how we can use the Rasa command line to automate the deployment of the virtual assistants, but this applies to, I will say, many and any software development workflow in which you need and you want to add machine learning capabilities. So today is well known and well studied, and we have learned a lot about how to develop software using DevOps philosophy. It's kind of an evolution of how can we deploy and create, test and deploy, build, test and deploy software. But there is a different challenge when it comes to software engineering when you want to deploy applications that have machine learning embedded. So why is this important? Because more and more, for you, probably for this community, it's totally obvious that if we want to build something, we need to take care of data plus the code. But in the software engineering world, this is a new challenge. And that's what I want to let you know, that this is not only for virtual assistants, but this will apply to many things and many fields in that you might work, from defense, retail, tourism, many education, research. So, and just stepping 2 steps back, I want to add a little bit of context. And is that why is this important? Because when we talk about machine learning workflows, what we are doing is that we have code, and the code that we use, this code has usually is well crafted, is tested, and is robust, and is built in a way that it has to be robust throughout the years, to be scalable, that you can especially test. And this code, the machine learning workflows, they need code, of course, but they also need data. And on contrary to the code, the data change, the changes in data are fast. Data varies in volume, especially, and velocity and veracity. That this is very important. There is the need for data engineers to massage the data that you are getting back and making sure that this data is usable and that you can put it into an algorithm and train a model. So these two things are the ones that are disrupting or disrupted already the typical workflow to build software. And this is what I want to share with you today, on how you can have an end-to-end pipeline that will basically make your life easier. And if you work in the industry, you can scale your Rasa deployments or any machine learning model deployment. And why we also talk about DVC as a tool for data version control. So because Git, that was invented especially for code to track the version of code version control system, it wasn't invented to track data, and in many cases the data that we need to train an algorithm is huge. This data is huge, and it can be binary, it can be a picture, it can be a audio file,
that type of data is not suitable for Git. It's not something that you can easily track these data sets on Git, so it might crash it. And I have seen cases in real life where people were putting all these training data in their Git repositories and they crashed them. So this is one issue that we have, and I will show you a possible solution for that. And the other one is that for this type of machine learning workflows, we need specialized hardware in many cases. Probably you are familiar with the GPUs, that if you have an algorithm that you want to train on some data, it will benefit from having a GPU in order to speed up the training. Otherwise, it can take days and just to find out that it didn't get the accuracy or whatever metric you were measuring. So one of the things that is very important to highlight is that when we use DevOps philosophy and a DevOps platform like GitLab, we can outsource this thing to the platform. We just need to change, let's say, the code and the data, and we want a platform that will automatically allocate the hardware resources that we need in order to run the code. And this should go automatically. This shouldn't be a manual task. And at the end of the day, what we try to achieve in the machine learning ops, or what can machine learning learn from DevOps, is that, as you will see, there are two pillars: the data and the code. And we want, and usually they grow through different paths. Data gets, you get more training data, you have to clean the data, and the code goes through another life cycle. So, but what we want to do is that throughout the pass of time, we want to keep the story of these two, the data and the code, consistent and together. That a change in the data, I can have version control of that data along with the version control of the code. And if I generate a model, let's say in our example of today, if I am building a chatbot with Rasa and I generate a certain model, I want to have a version of the model that was generated that is tied to the version of the code that created that model. So this is how it goes. And what I will be showing you today that can help you is how can we use GitLab as a DevOps platform to track code and to do a merge request, test the app, and also how we can use a specialized hardware that is automatically allocated for you to train a model in this case. So the machine learning workflow for GitLab and DVC, it looks something like this. So I will assume, I hope it's a good assumption, that you are familiar with Rasa chatbots and that you know more or less the folder structure of what it takes to create a bot in Rasa. And this is a project where I have the bot. I have the bot, so here I have the config file, credential, the endpoints, and everything. And as you can see here, in this project is where my bot resides. And going back to the workflow, and I want to emphasize what we discussed in the beginning, is that we have two things here. We have the data, which is a set of dialogues, the NLU file, the dialogues file with rules and all these things. Maybe we want to use a pre-trained language model up to the definition of your pipeline, and a code that will use that data to train a neural network and give you the model that you can interact with in the form of a chatbot. So here in this project, I don't have data. I don't have the data because what I'm doing is something slightly different. And this is where it comes the tracking of the data set. And what is that about? So this is the high level architecture, and I will be guiding you through each one of the steps. So in the traditional, let's say, experimental one, workflow that probably many of you, if you have played with Rasa chatbots, is that you have the training data, which is the NLU file, and you add sentences in natural language. So you train the bot to understand intents. So you have this in your local project.
And what we will do now is that we will do something different, and is that we want the data folder of Rasa, we will put it under data version control using DVC. So because we want to use DVC instead of Git to track the data, we add the git ignore file to ignore the data folder that comes out of the box, let's say when you run Rasa init. So as a chatbot developer, what you will do is that you will add training data to your chatbot, but whenever you add training data, you are going to do similar like in Git. You are going to add this data and push it to a remote. And this case, remote is something that we call a data registry, where the data is stored in a remote storage. This could be AWS S3, Google Cloud Storage, another storage that you have locally, or Google Drive, for example. And so the data goes in this direction to the data registry, and the code goes to the remote repository, which is the code like the one we have here of our bot. So here we have the bot code, let's say, and in this one, this other project, we have the data registry. And what this data registry is doing, and here in this project you can see, is that I have different folders, which many of them can have different sets of training data. In this case, when I click here in Rasa Virtual Assistant, I have a file that is called data DVC, that what is telling me is what is the version of the data set that I'm using now. And this data set is the training data that you are all used to work, the NLU file and the dialogues and the stories file, but I don't have it here. What I have, let's say it's a pointer to that training data in a remote registry, and that remote registry looks something like this. So in my case, whenever I make a change to my training data in Rasa and I push it to the remote, I am pushing it to Google Drive in this case. So my training data is in Google Drive. And whenever I want to train my chatbot, what I'm doing is that the data registry is pulling that data and is bringing it into the step of training. So I don't put my training data in my Git repository. I have it somewhere else in this data registry, that this data registry is pointing to Google Drive in this case. And this is telling me, please bring the latest version of the training data that I have here. This makes a lot of sense when you have huge files, or when you have images, for example. But in this case, we are using Rasa training data for that. And then we test the model. This is the next step. And we go to the CD pipeline where we can review the app and deploy it to Rasa X server. So doing a zoom in on this, and if you later will watch this recording, I hope these numbers will help you understand what I just described. That is that the developer in his or her machine, what they do is that they alter the stories and NLU file, the YAML file, and they add and they push this training data to a remote storage, which is the Google Drive. And then when this data registry gets updated, it means that something in this file now is telling me I have to point to the latest version of the data set. And when I run a pipeline that is going to run the Rasa train command, it will get it from this external repository, this remote repository that is being tracked by that hash that is generated in the remote storage. So then the training is done, and we use a GPU in this case, and I will show you how it looks like. And then we deploy it to Rasa X automatically if you want. So these steps, doing again, assuming into this, is that then in the remote, the commands that I run in local is that I change my training data, I push it to a remote, and then this will trigger my build, that this is where I build the bot using my Docker file. And then when I train the Rasa chatbot, the GPU runner or the machine that I'm using to train the model is not a regular machine. It's a machine that has a GPU that this will use when you run Rasa train
one of the first checks that it does is that it tries to detect if you have a GPU available. So before running the training, we are grabbing the training data from this external storage, and then we use the capabilities of the GPU to train the model faster. So this is the outline of how it looks like. Now let me show you how it looks in real life. So I have a quick example. So this virtual assistant here, this is a bot. As you can see, this is the project of Rasa project, where if you notice, I don't have here the data folder. In a regular project structure of Rasa, there is one folder that is called data. I don't have it here because I'm bringing the data I'm using this pointer to bring the data from my remote storage that is in Google Drive. And whenever I push new changes to that remote and I want to run the pipeline to retrain the model, I can show you how it looks like. So imagine this example that I ran 3 days ago. This is a pipeline where everything, many of the steps are automated. So what does it mean by these steps? Whenever first of all, this is the job in which what I do is that I bring the Rasa image. So I am grabbing Rasa from the Docker Hub, and I'm using that image, and I clone my repository. And so here I'm pulling Rasa, the Docker container from Rasa, and when this is ready, then it will go to the next step, which is I want to train my model. So this is, pay attention here in this part where it says build client image. I am using a regular runner from GitLab. I share one. This is CPU. This is not specialized machine. But when we go to the training model, I am the GitLab CI is automatically creating for me a container, which is a runner, a GitLab runner, which has GPU enabled. So as you can see, and you know, it's very expensive to have GPUs, or usually using this, it can cost money. So here, one of the cool things is that we are only using the GPU when we need to train the model, and then this machine disappears and it gets turned off. So for this stage of training model, this is automatically provisioning for me a machine with GPU that what it's doing is then going to my data registry in our architecture. Here, when in one back, this part of train is doing dvc get, which is bringing the training data that we put in the Google Drive. And this is what this command is doing here by using dvc get. So this is going to this project. So what I'm doing here is that I have in the first step, I got ready my Rasa image. It's ready to run Rasa commands and dvc commands. Now that the image is ready and Rasa is available to run its commands, I'm saying, but now I want the training data that we will use to train the bot. And this training data, I use this command dvc get that is calling this other project that is called data registry, which is this one. And this one, data registry, is where I have all the pointers to where to go and graph the data. In our case, this Rasa VA is going to grab it from Google Drive. And as you can, I hope you can appreciate the importance of having this central hub of data registry, because you can have many instances of Rasa that they will pull the training data from different folders. I can have training data in Spanish. I can have this one for this demo. I can have for different use cases of the bot. The only thing I need to know is that whenever I'm going to train a model, I need to give that Rasa train command the specific address of the data registry, or from where we want to graph the training data. So in this case, I am doing dvc get to this repository, and I'm telling it, please bring the data that you have in this folder, Rasa VA, which is this folder here. And this folder knows how to go and bring the data from Google Drive, which is the data that is here. So I hope you could see all the hubs in the workflow.
And then when this downloads the training data to this runner, this specific machine that we are seeing here that has a GPU, then it can run the Rasa train command. And we are telling it, now that you brought from the external storage the training data for Rasa, let's run Rasa train. And as you can see here, this will go and start training the neural network using the diet classifier. And here we are using a GPU. And when we don't need the GPU, which is when this step is over, we turn it off and we don't have to pay more for it. So this is a virtual assistant with following the Rasa scaffold of the project, where I don't have the data here. I don't have my data in the training data in the Git repository. I have it in an external storage. Because, and you can think in terms of scalability, you could have a team dedicated to populate the dialogues. And this team, they just need to know that they will run some commands and put these dialogues into the data registry here. And then you will take care in an automated way of the steps to train and test the data. So this one is pretty simple to show you how the steps in this one, the steps can be automated, and how you can build the image of the Rasa chatbot and then train the model in an automated way. But now let's look at a project that is more complex. So in this one, this is a more robust and bigger chatbot that I have been working on and building throughout last year, I think. This has different, this pipeline is different. So here we do the same, and I will open up this pipeline. Here we do the first thing like in the previous one. We create the image, we build the image. So from here we are bringing the Docker Hub, and in test, if you are familiar, there is a command in Rasa that it can test if the NLU and storage format is correct. So before I even move into the training stage, I want to make sure that the data integrity is okay, that I can feed this Rasa NLU and storage, and then I train the model. And in this case, the training the model is similar, like it's the same thing that I showed you before. I am using again my GPU runner. And now let's take a look at this, that when I test the model, and I am using the test command of Rasa that allows me to prepare testing data that can give me a confusion matrix F1 score. In this case, I am testing the model. Wait, let's go here. I'm testing the model, and as you can see, it generates the artifacts that are created when you run this Rasa test command. And these artifacts, when I generate them, they are available here to be downloaded, or you can browse on them like this one. So this is auto-generated by the Rasa test command, where we have all the things that it created, the different artifacts telling me different metrics that can help me to make a decision about the performance of the bot. But if you take a look on this is not user-friendly. Someone who would like to know if whatever changes they added to the training data are improving or not, this is not cool. This is not easy to consume this information. So for that is that we are also using DVC, and DVC has a very cool feature that when you create a merge request, meaning that I want to add more changes I want to add more training data or any change to my chatbot. So I create a merge request, which means I want to add something to the bot, and whatever I add a change to the code base, it will have to go through this pipeline, through these automated steps that are going to build the image, test the data integrity is okay, train the model, and test the model. And this test model, as you could see in the previous, when I opened the job, it generates a lot of artifacts with the results of the training and testing. And the cool thing that we are using a plugin from DVC is that I can take those artifacts that are generated and I can put them here right into the merge request view. So now you can imagine that if you are the chatbot developer
and you need to ask to a data scientist, do you think that we should approve these changes? Is the F1 score making sense? What do you think about the distribution, confidence distribution? What the confusion matrix is telling me? So all of these things you have enabled in the merge request. Then you can see it. So someone, you can add, for example, here a reviewer, and this reviewer could be, I don't know, a data scientist. So this data scientist can take a look in this and say, no, I decline this. So you have to iterate in your merge request, or this is okay. So here it's another difference between the traditional DevOps and MLOps, because in the traditional DevOps, we will just test the code. And if the code passed all the tests, it's good to go. Here, we are testing a model, but testing the model means that it will give me these metrics. And this is not necessarily good or bad. This will need interpretation from someone who knows how to read this. And what we are doing, having these reports right on the merge request, is empowering collaboration between different roles in a company. And even if you work alone, if it's just you building the bot, it's super cool because you just need to change something, create a merge request, and all these steps will be automated and run for you. Unlike when you work with Rasa by yourself, probably some of you, I hope not, you open a command terminal, you go to the folder, you write Rasa init, Rasa train, Rasa test, Rasa enable API, and all these manual commands that you run. Here, they are all run automatically, and you just care about either changing the code of the custom actions or just adding training data, and all of this will be automatically provisioned for you. So one of the cool things that I like from using a DevOps platform is that here we have an integration with Kubernetes. So whenever we create a new model, I am provisioning for myself an application. So if I click here in View App, this is a front that I'm using just to install to deploy here the widget of my chatbot. So in this case, this is not production. This is just an ephemeral environment that is called review, because in chatbots, especially in chatbots, it's very important that it's not only about testing it from the perspective of the code, the testing of the Rasa test and F1 score. In many companies, they want a person, they want a human in the loop that they can come here and say, okay, let's try this bot and let's see if it's not saying anything bad, I don't know, hate speech or something. So the reason I'm asking always to tell me a joke to this bot is because this joke about the free food was relevant when we have events in person. I have to update it because now no food. So this thing here is calling the custom actions from Rasa that probably you are familiar. So if your job is to say, we want to test, I don't know, the jokes that the bot is saying. So you have an ephemeral environment in which you can try and you get it from the merge request. So in this case, as you can see, all these intents, performance, and distribution and confusion metrics are the metrics that are tied to this application that I'm running here. So before deploying my model to production, I already know more or less how the bot will perform. And if someone later, months later, asks me, what was the version of the model and the version of the code that generated the chatbot that is running right now, you could easily come to the commit history and navigate through all of the commits that they created the chatbot. For example, this one is the one that is active right now. And if I go here and I browse files, this is a snapshot of the bot that is running with the actual model that is deployed in Rasa X. So this is one of the things. So now I want to show you all of these things that they look like. Okay, you are showing me a pipeline in a graph. How does it look like? So all the magic comes from here. We have something that is called the GitLab CI YAML file. And this CI YAML file, this is what is taking all of the stages that I define. I define that I want to build a bot, I want to test it, training, test the model, notify, review, and deploy.
And as you can see, each one of these stages is using my Docker file. That is the file that I defined to build the image. And I have different tags, and these tags are the type of machines that I will use. This is the GitLab runner that I will use to run this job. And I would like you to pay attention to this one, that in train model, we have a tag that is GPU. So what this is doing here is that automatically I am telling to the CI system, whenever it comes to train the bot, please don't use any regular machine, use a machine with GPU, because we need power to do this. And this is the command that I was mentioning, that is bringing the training data from the external remote storage. So then I tested and remember those plots that we took from the artifacts generated by running Rasa test. So this is here. This is this step where we are notifying. So we are saying we will go to the folder where all the results are. We will run this Python script that builds the table that you saw with the intent performance. And we will put all of these things into a markdown file. And then using this command that gets enabled when I use this image of DVC, of continuous machine learning, this is plotting in my merge request all of these artifacts that were generated, that we saw that there is one way to see them, that they are not easy to consume, or we can see them in the merge request. And then there is another step that I want to write a report, the review bot. This is the ephemeral environment that here I am deploying to a Kubernetes cluster. So that's why I start from a Docker image that later I put into Kubernetes. And this is the environment that we run in production. And if I want to see how everything is doing, I can come here to deployments, environments, and in here I can see how my application is running. So this is my production environment. I have 2 instances, everything is green. And one of the cool things of having a DevOps platform with everything integrated is that you have visibility of other things. Like in this case, if I go to metrics, I can see how the hardware where my bot is running is going on. So I can see here that my Kubernetes cluster, the core usage, CPU usage, and so on. But this is cool and this is interesting. But one that I wanted to emphasize is this one. This project, as you can see here, let me show you. This group in GitLab, it has all the necessary projects that make the project chatbot possible. So we have the chatbot agent, that this is where we train the model. We have the data registry. This is where we go and read the model. And we have the Spanish Joker, that in this case is my custom action. This is the custom action that we that we can create with Rasa. And this is a simple application that is the one that was in charge of telling the jokes. So I'm just running an endpoint here that is telling me the jokes. Sorry, it's here in actions. And this is the code, the code that probably you are familiar when you run Rasa actions, and it will auto-generate this. The only thing that I want to highlight here that I think is pretty cool is that I have changed a little bit the code. And what I did is that I instrumented the app. I instrumented the custom action. And by instrumented, I mean that I added monitoring points. So in this case, just for I have the class of jokes, and this class is the one that is selecting from a database of jokes, a random one that it can say. But you can think of this, that this could be an endpoint that is relevant to your use case. This could be a call to a specific API that if there are many calls to that API, it means that is good, that the business is doing good. It could be a metric of something that you want to monitor. And the cool thing is that we are using another project that is open source. Everything here is open source. And everything that I have shown so far, you can start doing without paying a single cent. So the metrics, when I go here to monitor and metrics, we go again to my Kubernetes cluster where I have deployed my custom action. And I will do free advertisement. I invite you to check the Vincent tutorials in which he's explaining what is the role of Helm, Docker, Kubernetes, all of these things when it comes to deploy Rasa.
then it will make more sense because I am using here all my deployments. I am using Docker and I am deploying it to Kubernetes. And the thing that I wanted to highlight is that here I have a custom metric that is the jokes that have been told in different times. So as you can see, this one here, this goes for the one I asked when I was showing you the review app. My local time is 5:30. I did it at 5:36. So 5:29. So no, 5:30. So this is a fun example in which I can have some track of how many jokes or how many times has been queried the custom action. But you can think that this could be another metric that makes sense to your use case. And this is just to illustrate that I can have in a single platform visibility of things that they are relevant to me. So this is the whole project, where in this group I have all the things that I need to train a model, to run orchestrator. This we can go deeper later. And this is how all the story comes together, and it creates or makes possible to have architectures like this, when you can combine all these open source products to scale your machine learning applications. So there is a paper that was written like 2 years ago that I put in the very beginning of this presentation. There is the link, where they were doing some analysis of what are the problems that we need to solve to enable machine learning workflows, and to borrow concepts from DevOps into the machine learning workflow applications. And one of them is that whoever is working with machine learning applications, they need an end-to-end pipeline support. This is not the last thing. This is not the end result, but as you could see, we are getting closer to have pipeline support from the moment that we create code for the bot, or we alter the training data, to monitoring of custom actions. But you can also monitor the performance of the model. But all these things can be integrated, and they can be placed in this Prometheus, for example, where we're seeing that. So this is our aim, to start solving this problem. And this is just the beginning of how can we start having an end-to-end pipeline support. And another problem or challenge when it comes is that you need to evaluate the model and run experiments fast, quickly. And how are we doing this? By empowering that whenever you make a change and you create a merge request, you will have these metrics that are relevant to you, these custom reports with the thing with the F1 score, the confidence distribution. You can quickly iterate and say, yes, I want to continue with this in this path with my model, and this will make experimentation easier. And also you can keep track of your experiments. You are not just trying things like crazy in your Jupyter notebook and then doing git push and hoping for the best. No. And this is very important. And this is one of the things that I like to say that makes your life easier, is that you can automate many things. In this case, it's because of several use cases. You don't really want, or maybe you want to deploy automatically the latest model to production. Like in this case, I have Rasa X here with all the models, because my pipeline is coming, the definition of my pipeline here. The last step, what it's doing is that it's using the API of Rasa X to deploy this model to Rasa X in production. So whenever I execute this, all of this logic is coming here and is automatically uploading the model and tagging it as active. So you can also see that you can use the API of Rasa X and bring back training data that is generated here in Rasa X and bring it back to your data registry and retrain the model. All these steps could be automated. So yes, so this is a big part of the things that I wanted to share, and how we can, by using DevOps practices into machine learning applications, in this case, Rasa, we can do a lot of automation and our lives easier, and also prepare that if you do this for yourself or you do it in a professional setup in a company,
You want visibility, you want to have traceability, and you want to have, you want to follow the standards and code that is tested, that is secure, because there are many of the steps that they can be done here that they involve, for example, checking for code quality or security. You don't want to know, you don't want to add vulnerabilities to your code in custom actions, for example. When we run the, let's see if I have a pipeline here. When we run a pipeline in the custom actions, so in this case, look, what this is saying here is that whenever I build a new model in my chatbot, I also want to create a new custom action that is associated to the latest version of my bot. So this pipeline comes from creating the bot, and then it creates the custom action. And as you can see here, this custom action that I show you with the code to tell jokes the code is being tested. I am running code quality reports. So this is telling me that I didn't degrade the code quality of my, my custom action. I did a test of if it can happen that people sometimes forget and they push credentials to the remote repository, to the remote project. So before I even try to push something to production, all these jobs, they have to be green. And in this case, I'm sure that whenever I deploy a new custom action to my remote repository, therefore production, is because I didn't introduce any credentials. My code is not introducing any vulnerability. I didn't decrease the quality of my code. The code is well tested. And that gives peace of mind that whatever is there in production, at least it passed all of these things. So with this, I finished, and this is what I wanted to share in how from the DevOps philosophy and tools and DevOps platform, we can borrow concepts that will help us to automate as much as possible and start our journey in machine learning operations. So I have a slide to say that we have now Q&A. Awesome, awesome. Thank you, William, for this. So there is a question here. Can Git LFS be used as a registry for the data? Yes, you can, but you will lose the capabilities of DVC to, for example, roll back to another version of the model. But you could do it. You could do LFS to read from GitLab your LFS repository. But that's just that's I mean, if your question is that the data registry can have a remote storage and the storage is the LFS, yes, you don't lose anything if you are using DVC to manage that storage. I start saying that because I know that if you go to the website of DVC, they will tell you that what are other alternatives to DVC, and LFS is mentioned as one alternative to DVC. But if your question is, can I use LFS as the remote storage but managed by DVC? Yes. But you could also use LFS to put your binaries there, your training data. And yeah, is there a way to show the diff on the data in local with DVC? Like, yes. And I invite you, you can go to the public docs of DVC and they will show you how to do. And actually, this is also good if you are, if you know Git, you will get DVC very fast because DVC is inspired by Git. So let me show you. I think here, for example, I have a screen where I was playing with that. So if I go to data, to the folder data, and if I do nano NLU, you can see this is my training data or the Rasa chatbot that maybe many of you are used to. So if I make a change, and I just made a change, and I write DVC, let me go back to the folder, and I do DVC status. This will tell me that I modify data, that the data is different, the hash is different, like in Git, like when you change something in Git. So what I do now, like in Git, is that I will do DVC add
and I want to tell it that add data. So when I do add, this is telling me that, okay, now I change it, I added, is like in Git is ready to commit, but here we don't commit, we push it. And the main thing that is important here is that now Git is telling me that this file data DVC changed. And this data DVC is the one that is here in the data registry, and is this file. And this file is the one that changed because I changed the data. So this hash now is different. So Git is telling me, because you change your training data, your configuration file that is telling me where to go and read that data also changed. So here, what you have to do to keep track of the model and the data, at this slide that I show you, that there are two lines that we have to work with the data in one thread and the code in the other one. So now what we do is that we say, yes, I changed my data, so I want to add the hash of this to Git, and then I will do Git commit, and you can say that this is, I don't know, model version 3.0, and enter, and Git push origin. So when you do this, now, as you can see, and if I come to my data registry repository, this will let me know that I changed it. This is the version 3.0 model, but there is something that I haven't done here. I haven't pushed the changes from DVC to the remote. The DVC is keeping track of my changes here in my local, but they still are not in the remote. So now if I do DVC push, you will see that now is uploading to my Google Drive the changes I did. This is, remember that I changed the NLU, so it now is telling me the remote has the latest version of your training data, and also Git updated this pointer. So if I run this pipeline, like the one that I was showing you here, this one, now if I say, okay, I want a new model, so I come to CI/CD, and I say, I want a new model, so please run pipeline. And then I run this pipeline. Let's wait for this. I run this pipeline, and this will start the automation of steps. And with this, we have a new model that already now has this WhatsApp that I added. And this train model step now is going to go again to the data registry. It's going to go to the data registry that now points at the version 3.0, because I pushed to my remote. So as you can see in this screen, I was using a combination of, I changed my training data, so I used some commands from DVC to send them to the remote storage, but changing the training data altered the hash in another file that is being tracked by Git. So I have to update it and push the new changes. And with this, basically, in what I did by following these commands is that this graph, I am having version control of my data and the code in a single project. I hope that was clear, and I hope in the record you can do zoom to these commands that I put here. But if you know Git, you know DVC already, but you also go to the public docs of DVC, and they have a lot of things to do, the Diff and all these things. That was one of the questions. This is the basic workflow. Yeah, thanks. Thank you for those clarifications. If it has more questions, you can put them. You can still put them in the chat. So Again, I think that somebody raised their hand. Mohammed Cham. Yeah, but that's the question I was answering already. The one that raised the hand is the one that is written in the chat. There is another one. Yeah, and Mr. Babaka also. Okay. So, hi guys, and thank you for that presentation. Yeah. So, William, my question is, how all this is integrated to the cloud platform providers. For example, let's say if I have something like Azure machine learning,
and I want to use GitLab as my CI/CD tool. So how heavy is that integration between those two tools? Okay, good question. And here I will say that this is, in my case, let's go back to this slide. This is a very good question, and this will be up to, there are many answers to this, but it depends of your architecture. It depends of what you want to do. I know that you can cover big part of the pipeline by using other tools. There is a tool that is called MLflow. There is something called Comet. There is Azure Machine Learning that it has some coverage of your pipeline. At the end of the day, it can come to say in GitLab, for example, you have all of these things, as you could see, integrated under a single UI. Here I have everything. I have the monitoring, the infrastructure. I can do GitOps. I have my Kubernetes cluster integrated. So if you are a DevOps engineer and you just quickly want to know how is it going with your cluster, how is it going with the application, probably you want to go towards GitLab because of this. And if you want to integrate, for some reason you have some workload in Azure, in AWS, because they also have SageMaker and all these things, it depends on where is your investment. Let's say if all your developers are already familiar with Git and the source code of your projects are in GitLab, I will use this because then it's like you will be asking to the developers. This I have seen from real life, and probably it's not like the best answer, but it's something that has happened in real life. Imagine that you are now a software engineer, that someone comes and say, by the way, for the new applications, you need to learn Azure machine learning. If you already know Git because you use GitLab for your day-to-day work in the traditional software engineering, you already know Git. So if you want to do data versioning, the learning curve from Git to DVC is very easy. So that could be also because if you quantify the cost of the learning curve, these tools that comes from the DevOps environment, and we are using it for machine learning operations, many software engineers, they are already familiar with this. That's not the case with new tools like Azure Machine Learning. But if you want to integrate them, everything is possible. We have an API. You could trigger some job in Microsoft side, and that job could be consumed from one of the pipelines here. If you want to use, I don't know, Azure Machine Learning for data cleaning and data something, and then using that data and bringing it into a CI system, you could do it. But this, again, this will be up to where are your investments and the solution architecture of your or your intended goal. Okay, so makes sense. Thank you. Any other question? Thank you. I think Mohammed Jam had a question. I don't know if he still wants to ask it. Okay, thank you, everybody. Thank you for the presentation. I was just, want to know about the diff question. My question is there is a way we can show the diff of the data, like showing all things you just showed up in the extension where you can see the different modification in the data and whatever they will produce in the future. Can we do that locally before even we push the data? That's my first question. The second one is everything you showed here, can we also use it on a self-hosted GitLab environment? Yes. This is look to the diff question. There is a command where you can do dvc diff, and this will tell you, this will give you some output or what's the data that was changed. In many cases, this diff comes from comparing the hash that was generated here, like this one, because every time you change something, this changes. So you know that there is a new version. But specifically like in Git, when you are tracking a code, which is strings or text, I'm not sure you can do this. For example, if you change an image, if you have a training data of cats and you change a picture from a black cat to a orange cat, it will not necessarily tell you this change, like when you change code that it tell you, look, you change this function, the print statement. But there is
there is this command that you could go and dig deeper in what is the diff that they can show us when we are versioning the data. And as I'm reading quickly here, this is showing that the hash changed, as I was saying before. And the second question, yeah, all of these things that I have shown here, there is nothing that is paid. You could do this with the community edition and in the self-managed version of GitLab. The thing is that when you use GitLab SaaS, this integration with the runners, the runners, this thing of the CI/CD that I have here, and this automatic allocation of the hardware that I want to run. For example, here I have different runners where one of them is the GPU. You will have to do this yourself. You will have to do this, but there is in the public docs a way that they teach you how to configure your own runners in your self-managed instance. But there is nothing here that is specifically with the SaaS version, but you will have to do many other things, like the Kubernetes integration. You will have to do it yourself. But at the end of the day, the capabilities, you could achieve them. It needs more steps of configuration from your side, but it's possible. Okay, thank you. That makes sense. Okay, great. So I think so thank you again, William, for this great presentation. I think those who are used to working with Rasa are, I think, quickly overwhelmed by the rate of the number of files. So yeah, you can use like data sets into intents, some NLU data by intents, but I think it reaches the limits. It's always better to have this kind of made the process. And yeah, thank you again. Thank you. Yeah, so we could have access to the presentation after. Yeah, if it's possible. Yes, it is. I will send it to you. And if you want to clone the project with everything I show is public, you just find me on GitLab with this handle. Oh, from awesome. there, you can see all these things that I show. You can find it, start, whatever. Awesome. Thank you. Thank you. So I think we can switch to the other presentation now with Doko. So as we presented earlier, the other presentation will be in French. So I don't know if if you could stay there and. I only speak English and Spanish. Okay, thank you. Thank you very much for having me here. Let's keep in touch. Okay, thank you. Bye. Ok, so merci tout le monde. Donc, nous allons passer à la seconde présentation. Donc, si tu es là. Oui, Dargan, je suis là. Bonsoir. Ok, super. Donc, la seconde présentation, comme on a indiqué sur les affiches, va porter sur la conception des multilayer perceptron, donc from scratch, qui va nous être présenté par Doko, qui est data scientist ici dans une startup qui s'appelle Tolbi et qui est élève ingénieur à l'ESP. Donc là, je vais te mettre en host, comme ça je vais pouvoir partager ton écran. Donc là, ok, donc là, normalement, tu dois pouvoir partager ton écran. Ok, d'accord, je vais essayer pour voir. Oh, il faut... C'est en bas, tu as vu le bouton? Oui. Ok. Bon, il faut que je quitte.
Allô, d'accord? Allô. Oui, oui, je t'entends bien, hein. Il fallait que je me déconnecte un peu pour m'autoriser à partager l'écran encore. Mais ça va, je pense. Je vais essayer le partage. Oui, c'est bon. Allô, vous m'entendez en ce moment-là? Allô? Oui, on t'entend bien. D'accord. Donc là, je vais commencer la présentation. Ok. Donc là, je vais commencer la présentation. Donc, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comme Dergen l'a dit, je suis élève ingénieur à l'école supérieure polytechnique de Dakar et je suis programmeur et data scientist à Tolbi. Aussi, je suis cofondateur de la startup Overgo et aussi membre d'un groupe qui s'appelle SureSumUp qui, euh, qui est formé que de personnes qui sont amoureuses d'algorithmes. Donc là, aujourd'hui, je m'avais vous faire une présentation sur le multilayer perceptron, donc sur les réseaux de neurones. Donc là, la présentation va se faire comme suit. Je vais faire la présentation du sujet, parler des algorithmes classiques ou modernes, parler de l'IA du général, de deep learning, la modélisation, parler des perceptrons, l'élément atomique des réseaux de neurones, parler un peu de l'histoire parce que l'histoire est importante, parler de l'évolution des réseaux de neurones, tout ça. Parler des couches de neurones. Après, si le temps nous le permet, on va essayer de coder une couche de neurones. Sinon, si oui, on va continuer pour parler de l'optimisation, une partie très importante qui permet d'entraîner les réseaux de neurones. Donc là, concernant le sujet, donc comment va se dérouler la présentation? En premier temps, moi, le but de cette présentation, c'est de comprendre et coder un réseau de neurones from scratch. Dans un premier temps, on va essayer d'explorer la boîte noire derrière les réseaux de neurones, comment fonctionnent les réseaux de neurones, essayer de se familier avec les mathématiques derrière les réseaux de neurones. Après, on va coder la propagation en avant. Si le temps nous le permet, on va parler de l'optimisation de la backpropagation, un algorithme qui va entraîner les réseaux de neurones. Donc, si le temps aussi nous le permet, on va coder la backpropagation avec comme algorithme le stochastic gradient descent. Donc là, ici, la présentation du sujet. Donc là, moi, mon but, c'est de comprendre. Là, ici, moi, mon but, c'est d'explorer ou d'exploiter les réseaux de neurones que vous avez ici à droite. Comment TensorFlow code les réseaux de neurones avec les dense layers, tout ça. Et comment à gauche, PyTorch code les réseaux de neurones. Vous vous conviendrez avec moi que c'est une boîte noire, c'est très opaque. Il faut aller en profondeur. Et pour moi, un programmeur ne doit pas s'arrêter à l'exploitation. Un programmeur doit explorer, c'est-à-dire aller en bas, savoir comment fonctionnent les choses pour pouvoir gérer ses propres bugs ou mieux améliorer les algorithmes. Donc là, et pouvoir même dans le futur, pouvoir faire nos propres algorithmes. Donc là, la présentation va se dérouler comme suit. Donc, c'est quoi un algorithme classique? Donc, un algorithme classique, c'est un processus systématique de résolution de problèmes permettant de décrire précisément des étapes pour résoudre les problèmes. Donc, tu es dans un espace, tu vas essayer d'écrire toutes les étapes pour résoudre ce problème. Donc, c'est les sinon qu'on apprend tous quand on apprend l'algorithme. Donc là, c'est un processus qui permet de décrire exactement les choses. Donc, c'est quoi les algorithmes modernes? Parce qu'on sait que les algorithmes classiques ont des limites. Quand tu es dans un espace grand, il y a une infinité de combinaisons et tu ne peux pas tout gérer les combinaisons. C'est là où interviennent les algorithmes modernes. Les machines ne sont plus programmées de manière explicite. Là, on utilise des procédés mathématiques statistiques pour simuler l'intelligence. C'est le genre c'est par exemple les algorithmes comme les algorithmes évolutionnaires, les algorithmes génétiques, les algorithmes d'IA, les algorithmes d'IA comme les algorithmes machine learning, deep learning, tout ça. Donc là, on va se focaliser sur les algorithmes modernes, sur l'IA, les algorithmes d'IA. Donc, on va parler un peu de l'IA parce que c'est quoi l'IA? Pour moi, l'IA, c'est une technique qui utilise des mathématiques et des statistiques pour essayer de simuler l'intelligence dans les machines. Donc, il faut savoir aussi que l'IA n'est pas nouvelle. L'IA, l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. L'intelligence artificielle est ancienne parce que ça date depuis 1950 avec
avec ce qu'on appelle les experts systèmes. Les experts systèmes, ce sont des techniques qui imitent le comportement des humains. Donc là, c'est depuis 1950 avec le grand mathématicien Alan Turing. Donc Alan Turing, lui sa vision de l'intelligence artificielle, c'était que lui, pour lui, une machine est intelligente si après une discussion ou une interaction avec l'homme ne saura pas dire s'il parlait avec une machine ou pas, même si c'est une définition suffisante de l'intelligence, très, très suffisante de l'intelligence, c'est une définition qui a permis, qui a, qui a permis d'introduire l'intelligence artificielle. Donc aussi, comme expert système, on a Deep Blue, excusez-moi, en 1997, qui a battu Henri Gaspar. C'était un expert système de IBM très bon. Après ça, il y a le machine learning, qui est une technique qui permet aux machines de faire des tâches sans pour autant explicitement les programmer. Donc là, c'est cette technique les statistiques, les mathématiques. Avec cette technique, donc il y a ce que dans le machine learning, il y a l'apprentissage supervisé, aussi il y a l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, là, il y a le maître qui va dire c'est bon ou c'est pas bon, il faut ajuster pour faire ça ou ça. Dans l'apprentissage non supervisé, la machine ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire ou pas, qu'est-ce qu'elle doit prédire. Donc, elle essaie de trouver des patterns, des schémas au niveau des données. Il y a aussi un type qui s'appelle les algorithmes de renforcement et qui utilise des pénalités, donc tout ça. Aussi, dans le machine learning, il y a le deep learning, c'est cette partie qui nous intéresse, qui utilise, cette partie est proche du cerveau parce que cette partie essaie de simuler le comportement des réseaux de neurones biologiques. Donc là, c'est ce qu'il fait pour essayer de simuler l'intelligence. Donc là, ici, c'est quoi le deep learning? Donc, le deep learning, c'est un heuristique qui imite les neurones biologiques pour simuler le fonctionnement du cerveau humain. Donc, le deep learning essaie juste de simuler l'intelligence humaine. C'est quoi un heuristique? Un heuristique, c'est une technique de résolution de problèmes qui, comme je disais tout à l'heure, dans un espace très grand, on ne peut pas avoir une solution exacte, qui ne donne pas une solution exacte, mais une solution approchée de celle-ci. Donc, un heuristique, il y a aussi le terme méta-heuristique qui veut dire un ensemble d'heuristiques. Quand il y a un problème donné, on peut dire que deep learning est un heuristique, un algorithme génétique peut être un heuristique. Donc, pour les gens qui aiment les graphes théories, on peut dire aussi que le MLP peut être compris comme un graphe orienté de la gauche vers la droite, autrement dit de la sortie vers les avec comme nœud les perceptrons. Donc là, ici on a une comparaison entre un neurone biologique et un neurone artificiel communément appelé perceptron. Concernant les neurones biologiques, donc il y a les dendrites, les cellules. Je ne suis pas un biologiste, donc je ne vais pas approfondir sur ça, mais il faut comprendre qu'il y a les axones terminales. En bas, on a une simulation mathématique de ce neurone biologique. Et une simulation mathématique va donner un automate qui a des entrées, des points associés à cette entrée, un biais. C'est quoi le biais? Le biais, c'est la perte. Comme ceux qui font l'électricité, tout ça, il y a ce qu'on appelle effet de Joule, cette perte. Ce biais, parce que quand on simule, il y aura toujours des pertes. On peut simuler la réalité exactement. Donc là, il y a toujours cette perte. Ce biais va combler ces pertes. Il y a aussi la fonction d'activation qui est la fonction d'activation qui est très importante parce que parce que c'est égal au potentiel d'activation dans les neurones biologiques. Donc là, on va plus en parler dans les slides qui vont suivre. Donc, aussi le deep learning, pourquoi aujourd'hui? Pourtant, que les réseaux de neurones existent depuis des décennies, mais c'est en 2010 qu'ils ont commencé à voler la vedette à tous les autres modèles. Par voler la vedette, loin de moi la prétention de dire que le deep learning est meilleur que tous les algorithmes, parce qu'en data science, il y a ce qu'on appelle no failure théorème. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle qui est bon à 100%, qui est bon dans tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le deep learning est un type d'heuristique, est un algorithme à prendre en compte quand il y a des problèmes, quand il y a à résoudre un problème. Donc là, pourtant en 1952, il y avait le stochastique gradient descente. Donc, c'était un algorithme d'optimisation très efficace. En 62, il y a le perceptron. En 86, il y a le backpropagation. Cet algorithme qui va permettre aux machines de pouvoir
de pouvoir gérer avec les réseaux de neurones de très complexes problèmes. Il y a 95, il y avait le CNN qui permet aux ordinateurs de pouvoir voir si un type d'algorithme très important aussi. Mais pendant ce temps, c'était théoriquement ça, c'était possible, mais il y avait des facteurs manquants. Mathématiquement, c'était possible, mais il y avait un facteur manquant et ces facteurs manquants étaient que le big data, il n'y avait pas beaucoup de données parce que le big data, c'est vers 2010. Donc, c'est pourquoi entre 2010 et 2012, Geoffrey Hinton et ses équipes ont gagné le concours ImageNet. Donc là, ça a permis de donner un coup de pouce à l'évolution du big data. Il y a le hardware aussi qui a le développement de l'électronique, les open source, les PyTorch qui vont faciliter la vie aux programmeurs et aux chercheurs. Donc là, on va parler de la modélisation parce que comme on veut modéliser un MLP, donc c'est un système complexe. Donc, il y a des règles qu'on respecte pour modéliser un système complexe. Donc, avant ça, on va essayer de définir un modèle. Donc, c'est quoi un modèle? Donc, je vais, pour la définition d'un modèle, je vais prendre la définition la plus répandue, celui d'un grand mathématicien Marvin Minsky qui dit que pour un utilisateur A, B' est un modèle de B si A peut utiliser B' pour répondre aux questions qu'il se pose sur B. Donc là, ça vraiment de manière théorique, ça définit exactement le modèle. Pour moi, un modèle en mathématiques, c'est juste une fonction. Le MLP, tout ça, c'est juste une fonction. Donc, tu lui donnes des entrées, il va te donner les sorties. L'essentiel, c'est de trouver les bons paramètres. Parce que, par exemple, B', on peut être dans une classe, on peut avoir lors d'un devoir, un élève qui répond avec 10 sur 20, un autre élève qui répond avec 18 sur 20, un autre avec 16, un autre avec 19,50. Donc, le bon B', c'est l'élève qui répond avec 19,50. Donc là, c'est le B'. Donc, c'est ça l'heuristique, le bon heuristique, quoi. Donc là, ici, il y a la modélisation. Comment ça se fait, donc, le deep learning? C'est ça, grosso modo, c'est que tu lui donnes des entrées, il va faire la propagation, ça va propager sur les réseaux sur les neurones, sur les couches par couche, il va te donner une sortie. Après, on va calculer la différence entre la sortie et la valeur désirée pour avoir les pertes. On va calculer ça, c'est un apprentissage supervisé. Donc là, on va aller. Après ça, on va passer par l'optimizer. C'est l'optimisation, on va en parler tout à l'heure. Et cette partie, c'est l'optimisation. C'est l'optimizer qui va faire la mise à jour des poids de telle sorte qu'après une autre itération, la machine, le programme sera plus efficace, sera plus bon, se rapprochera plus de la valeur désirée. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le terme clé modèle, le fonctionnement des clés modèles de perception, clé modèle MLP. Donc là, ici, on va parler du perceptron. Donc, c'est quoi un perceptron? Comme je disais, c'est juste un automate qui a des entrées, des poids aussi à chaque entrée, et il y a les biais aussi, mais chaque neurone va faire un calcul. Donc, c'est comme du point de vue neuroscientifique, chaque neurone, quand tu fais des actions, chaque neurone va dire est-ce qu'il ne va pas faire passer l'information ou pas, ou pas. Donc, il y a ici les neurones, donc c'est ça un neurone. Donc, chaque neurone, il y a un calcul qui se fait. Donc, c'est la somme des poids multipliés par chaque des entrées multipliées par chaque poids aussi. On fait la somme plus le biais pour avoir c'est un calcul linéaire pour avoir une valeur. Et cette valeur, on va la passer à la fonction d'activation. Du point de vue neuroscientifique, cette fonction d'activation permet d'inhiber ou d'activer un neurone. C'est-à-dire qu'elle permet, aux neurones de dire est-ce que je vais laisser passer l'information ou pas. Mais du point de vue mathématique, cette fonction d'activation est très importante parce qu'elle permet d'introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Ça permet de gérer des problèmes complexes parce que comme on le sait bien, la nature est complexe, donc la plupart des problèmes sont des problèmes complexes qui ne sont pas des problèmes linéaires. Après ça, on va on aura une sortie et cette sortie est appelée activation. Donc là, c'est un peu ce que j'ai expliqué ici. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, on a ici l'output, donc on fait la sommation, la multiplication et la sommation pour avoir une valeur, et cette valeur, c'est une combinaison linéaire, et cette combinaison linéaire, on va la passer à la fonction d'activation qui va essayer d'activer ou inhiber le neurone.
Donc là, pour les fonctions d'activation, il y a beaucoup de fonctions. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a ici, donc, du point de vue algébrique, pourquoi l'algèbre est important? Parce que du point de vue algébrique, cette fonction va être justement, ce calcul, cette combinaison linéaire va être justement une multiplication vectorielle. Donc, on prend x, on va multiplier là, le vecteur x au vecteur d'ouvert. Donc, pourquoi la transposer? C'est pour respecter un peu les règles, c'est pour respecter un peu les règles de multiplication matricielle, parce que quand on utilise mn à pq, il faut que n soit égal à p pour qu'on puisse faire ça. C'est pourquoi on fait la transposée de x pour avoir une valeur. Donc là, on va parler un peu des fonctions d'activation. C'est très important. Il y a beaucoup de fonctions d'activation. Donc là, tu peux utiliser les fonctions d'activation dans les couches de sortie et dans les couches de sortie et dans les couches cachées. Donc là, il y a tant. Tant c'est une fonction d'activation qui prend des valeurs entre -1 et 1, qui est un peu plus informative qui est un peu plus informative que sigmoïde qui donne deux valeurs entre 0 et 1. Il y a relu qui est très utilisé qui donne 0, c'est un peu moins informatif parce que c'est un peu moins informatif si la valeur est un peu, si la valeur est négative, et te renvoie x si la valeur est positive. Donc là, il y a aussi une autre fonction qui s'appelle softmax. Cette fonction qui est des probabilités, c'est aussi très utilisé. Donc là, il n'y a pas de règle pour choisir, par exemple, à mon niveau, je ne sais pas encore une règle pour choisir la bonne fonction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les couches de sortie, il faut choisir les bonnes fonctions. Parce que ici, si tu fais une classification binaire, tu vas avoir deux valeurs de sortie, donc il faut utiliser le sigmoïde. Par exemple, si tu as plusieurs valeurs, tu peux utiliser le softmax, par exemple. Mais concernant les couches cachées, tu peux prendre des fonctions que tu peux essayer de voir quelle est la fonction qui maximise plus l'efficacité. Donc, mais ces fonctions sont tellement importantes, mais ces fonctions doivent respecter des caractéristiques. C'est-à-dire que ces fonctions doivent être soit non linéaires. Donc, doivent être non linéaires parce qu'elles introduisent la non linéarité, doivent être différenciables. Différenciables, ça veut dire qu'on doit pouvoir dériver ces fonctions. On doit pouvoir dériver ces fonctions parce que si on ne peut pas les dériver, on ne peut pas garantir la convergence de l'algorithme de backpropagation. Donc là, c'est très important ça, de pouvoir dériver. Étendu, c'est-à-dire que la place suivant, la valeur de sortie suivant, elle est finie ou infinie. L'entraînement peut être plus rapide mais moins efficace ou plus rapide et efficace. Donc là, c'est un peu ça. Donc là, ici il faut prendre l'importance des règles l'importance des fonctions d'activation, c'est qu'elles permettent d'introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Donc là, ici que je montre un peu l'importance des fonctions d'activation parce que quand on prend une fonction d'activation, ici c'est un peu la fonction, ici c'est la fonction sinus et je vais vous montrer comment une fonction non linéaire, une fonction d'activation non linéaire peut gérer ça, tandis qu'une fonction d'activation linéaire ne peut pas gérer ça. Pour le premier cas, une fonction d'activation linéaire, et là, ça ne gère pas le truc parce que ça peut gérer que des problèmes linéaires. Tandis que pour les fonctions d'activation non linéaires comme relu, ça prédit presque et efficacement la fonction. Donc là, on va parler un peu d'histoire parce que l'histoire est importante. On va parler un peu d'histoire parce que... Ici pour ce point, je vais parler de l'histoire parce que l'histoire est un peu importante parce que ça va nous permettre de ne pas reproduire les erreurs comme ceux qui regardent les mangas par exemple, ça va nous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs et l'histoire c'est important. Donc ici, il faut savoir qu'avant le perceptron, il y avait un peu ce qu'on appelle adaptateur linéaire de Guidrow qui a sorti ça en 1961. Donc c'est comme la fonction d'activation, c'est comme le perceptron, mais il n'avait pas la fonction d'activation. Mais aussi, il faisait une mise à jour très naïve. Cette mise à jour-là qui permettait de, avec YK, c'est la valeur désirée, YK, c'est la valeur de sortie, θ, c'est la valeur désirée. Donc, il faisait ça pour faire la mise à jour des points. Et
cette mise à jour était très naïve parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait et ça, dans certains problèmes, et ça ne garantissait pas la convergence. Donc, la convergence, je veux dire par là que ça ne garantissait pas une efficacité du modèle. Donc là, il y a en 62, il y a le perceptron avec le psychologue Rosenwald, parce que lui, il se rapproche, c'est un psychologue, donc il se rapproche plus du fonctionnement du cerveau, de la simulation mathématique du cerveau, que des neurones. Donc lui, il va introduire la fonction d'activation, ça sera une fonction à seuil pour lui qui va donner 0,1, qui est une simulation du potentiel d'action. Et là, les modèles étaient un peu plus efficaces. Lui, il faisait sa mise à jour beaucoup plus bien, mais c'était toujours naïf. C'était toujours naïf. Donc, il faisait la mise à jour comme ça. Il prenait YK, il enlevait θ. θ, c'est la valeur de durée. Multiplié par X et lambda, c'est ce qu'on appelle, comme nous, ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. Donc, mais en 1969, donc là, c'était cool que les gens avaient confiance à l'IA, avaient confiance au réseau de neurones, tout ça. Mais en 1969, Minsky et Paper publient un livre qui s'appelle Perceptron. Et à travers ce livre, ils montrent que cet algorithme ne converge pas. C'est-à-dire cet algorithme peut marcher sur certains problèmes, mais sur des problèmes tellement simples qui sont les problèmes de genre. Je pense que vous connaissez les genres, c'est-à-dire vous connaissez genre, deux valeurs, ça va donner quelque chose ou pas, genre. Donc, ils vont montrer que le perceptron ne pouvait même pas garantir la convergence de genre, de ce problème qui est si complexe. Et là, ça va causer la disgrâce de l'IA, et les gens ont commencé à s'éloigner de cette IA parce qu'ils se disaient que cette IA a beaucoup de limites, elle ne pouvait pas gérer des problèmes tellement simples, donc comment elle pourrait gérer des problèmes complexes. Donc là, ici, en mai, que les gens ont commencé à délaisser l'IA pour aller voir d'autres algorithmes, mais ils se sont rendus compte que les autres algorithmes ne faisaient pas l'affaire. C'est pourquoi en 1986, Geoffrey Hinton et ses collègues publient un algorithme qui s'appelle l'algorithme de backpropagation. Et cet algorithme garantissait la convergence, garantissait un bon apprentissage des réseaux de neurones, et bien, c'était l'âge d'or de l'IA, et depuis lors, les gens ont commencé à donner plus de confiance à cette IA. Donc là, on va parler un peu des couches de neurones. Donc ici, c'est quoi une couche de neurones? C'est un agencement une couche de neurones, c'est un agencement de neurones dont les neurones ne sont pas interconnectés entre eux. Dans une couche de neurones, les neurones ne sont pas interconnectés et chaque neurone a des entrées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme on va prendre un à un, comme des perceptrons. Z1, c'est un perceptron avec ses entrées. Z2, c'est un perceptron. Donc là, c'est comme, on va faire les calculs comme on faisait avec les perceptrons. On va faire, par exemple, pour le Z1, c'est W vers 0, c'est-à-dire que le biais de Z1, on l'additionne à la somme des entrées de Z1 multipliées par ses poids aussi. Ça sera Z1. Après Z2, ça sera pareil. Donc, c'est un peu ça les calculs. Donc, ça, c'est il ne faut pas avoir peur de ces mathématiques, parce que là, c'est des choses tellement, ça paraît un peu compliqué, mais c'est un peu simple. Donc là, on peut faire ça avec des boucles forts, mais aussi, on peut utiliser aussi l'algèbre pour faire la multiplication matricielle. Parce que là, les entrées peuvent être un vecteur colonne. Mais pour chaque couche, on peut avoir une matrice. Une matrice avec comme une matrice avec comme nombre de lignes, le nombre de neurones dans la couche. Et comme nombre de colonnes, le nombre d'entrées. Et là, on pourra faire, au lieu de faire des boucles forts ou tout ça, on peut juste faire ça avec une multiplication matricielle et avoir la valeur des sorties. Donc là, c'est un peu ça. Et là, on va avoir des sorties et chaque neurone de la couche va avoir sa propre sortie. Il faut savoir aussi que les neurones ne sont pas liés entre les couches. Donc, il n'y a pas de dépendance entre les couches, entre les neurones d'un même
d'une même couche. Ça, c'est important. Donc là, on a ici un réseau de neurones. Donc là, on a ici un réseau de neurones, mais c'est un réseau de neurones qui n'est pas profond. Donc, il faut savoir, pour parler de réseau de neurones profond, pour parler de deep learning, il faut avoir deux ou plusieurs couches. Là, on a une seule couche, ce n'est pas un réseau profond, mais c'est pour montrer comment se propage l'information. Par exemple, ici, on a une seule couche, les entrées associées. Pour ici, avec le hidden sur les couches cachées, on va calculer la sortie. Après avoir calculé la sortie de cette couche, ces sorties de cette couche vont devenir les entrées de la couche suivante. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça va marcher comme ça. C'est ce qu'on appelle la propagation en avant. Donc là, c'est le forward en anglais. On va prendre les poids, on va les calculer. On va faire le calcul comme ça. Donc là, ici, Z1, on va calculer Z1, Z2, Z3, Z4. On va calculer ça pour avoir une valeur. On va passer ça à la fonction d'activation. On active à la fonction d'activation pour avoir une valeur de sortie pour chaque neurone de la couche. Après ces valeurs de sortie pour chaque neurone de la couche, ces valeurs de sortie vont devenir les valeurs d'entrée de la couche qui va suivre ici de la couche de sortie. On va calculer les valeurs et ici on a notre sortie. C'est comme ça que fonctionne le forward. C'est aussi simple que ça. Donc là aussi, comme je rappelle, il ne faut pas avoir peur aussi de ces formules-là. C'est compréhensible. Bon. Ici, on a ça, c'est un réseau de neurones profond, c'est ce qu'on appelle le deep neural network. Là, il y a plusieurs couches. Et c'est un réseau de neurones profond. Et comme j'avais dit tout à l'heure, la propagation se fait de la même manière. On va prendre ces couches par couche. Ça va aller de la gauche vers la droite. On va prendre les entrées, on va donner ça on va faire le calcul pour avoir les activations de la première couche. Et les activations de la première couche vont devenir les sorties de la deuxième couche. On va faire les calculs pour avoir les sorties, les activations de la deuxième couche, ainsi de suite jusqu'à la sortie. C'est un peu comme ça que ça fonctionne les réseaux de neurones, le MLP. C'est comme ça que fonctionne le MLP, la propagation en avant. Donc là, il y a la partie, donc je ne sais pas si vous avez des questions, que je pourrais répondre à ces questions. Aussi, même je pourrais continuer la partie pour parler de l'optimisation, parce qu'on a 1 heure de temps et peut-être on ne pourra pas coder ça. Si vous voulez, on peut coder ça, sinon on peut parler de l'optimisation, qui est une partie très importante qui permet d'entraîner ça. Et je vous partage le code, sinon aussi on peut coder. C'est à vous de voir. Donc là, je vous laisse la parole si vous avez des questions ou des suggestions aussi à faire. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est à toi de voir. Bon, il reste 30 minutes. Donc, tu pourras estimer si le code pourra venir dans ces 30 minutes. Sinon, on pourra avoir quelques questions avant de passer à l'optimisation. Bon, oui. Je pense qu'on peut prendre quelques questions avant de passer à l'optimisation parce que aussi je pourrais, après, à la fin de l'optimisation, je pourrais montrer le code un peu pour moi. Sinon, je pourrais partager le code un de ces jours aussi. Je pourrais partager le code parce que sur GitLab, parce que mon but c'est de faire comprendre, c'est de faire ce que parce que je débute dans l'IA, c'est essayer de présenter ce que je sais de l'IA pour permettre aux gens de comprendre que ce n'est pas difficile en bas, pour permettre aux gens de comprendre là. Donc, je peux les laisser poser des questions après de l'optimisation. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit les mettre directement sur le chat. Voici un résumé proposé par la... Je pense qu'il y a une question dans le chat là. Effectivement. Donc, je ne sais pas si tu as vu la question. Donc, il y a quelqu'un qui demande merci pour la présentation. Quelles sont les limites du AAN? AAN, qu'est-ce qu'il entend par AAN? Artificial Neural Network. AAN, c'est quoi? Je n'ai pas compris AAN.
Et Ousmane, si c'est sûr, je peux clarifier. Je pensais peut-être à Artificial Neural Network, mais ça, c'est ANN. Et quelles sont les limites de AN? Donc, Artificial Neural Network, je pense que, concernant les limites, je pense que tout algorithme a des limites. Et concernant ces limites, je pense que pour le deep learning, c'est un algorithme qu'on utilise dans plusieurs domaines. Par exemple, dans beaucoup de domaines, par exemple, tous les domaines, on peut les utiliser. Mais aussi, on peut les utiliser, ça ne veut pas dire, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça sera le plus bon algorithme. Mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire, quand il y a un problème, il y a beaucoup de, par exemple, quand il y a un problème comme les images, comme la reconnaissance d'images, là, tu peux utiliser l'artificial neural network, mais ça ne va pas être plus efficace que le CNN. Donc là-bas, on utilise le CNN, le convolutional neural network. Donc tu peux utiliser ça, tu peux avoir des résultats parce que ça donne des fonctions universelles. Tu peux utiliser ça, mais ça ne va pas garantir que ça sera le plus bon algorithme. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu comme ça, mais je pense que j'ai essayé de répondre. Alors, vous m'entendez? Et on entend bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Aussi que je pourrais augmenter quelque chose, parler un peu des limites, c'est que aussi pour les réseaux de neurones, c'est très complexe. C'est des réseaux de neurones, des fois, avec plusieurs couches, c'est très complexe. Et il y a une limite qu'on dit, par exemple, l'interprétabilité, c'est-à-dire la question, le pourquoi. Pourquoi les réseaux de neurones apprennent comme ça? Pourquoi les neurones sont ça? Là, c'est le problème d'interprétabilité. Et ça, c'est un peu une limite parce qu'on ne sait pas comment, on sait comment ça se passe, mais on ne sait pas pourquoi cette neurone a ceci, pourquoi. La question pourquoi est un peu une limite. Merci. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est un peu l'aspect, le côté boîte noire des réseaux neuronaux. Une fois que le réseau est entraîné et qu'il arrive à faire une inférence sur une donnée d'entrée, donc c'est difficile de retracer le parcours de ces données-là pour savoir quelles sont exactement les étapes par lesquelles le réseau est passé pour arriver à l'inférence donnée par rapport à la dimensionnalité qui a tendance à exploser. Et peut-être aussi le besoin en données, puisque le réseau neuronal consomme énormément de données. Effectivement. C'est autant de limites qu'on peut. Donc, s'il y en a d'autres qui ont des questions, vous pouvez aussi lever la main pour parler directement. Donc, il y a une fonctionnalité de lever la main, sinon vous pouvez mettre la question sur le chat. Donc, vous pouvez un peu parler des perspectives des réseaux de neurones. Des perspectives des réseaux de neurones. Pour ces perspectives, parce qu'il y a beaucoup de perspectives, hein, parce que après on a les réseaux de neurones là, on a les graphes neural network, donc c'est un peu, on s'est inspiré un peu à ça pour essayer de voir qu'il y a d'autres algorithmes que des réseaux de neurones, quoi. Par exemple, il y a les recurrent neural network, tout ça sont des perspectives tout ça sont des types de réseaux de neurones. Il y a le graph neural network, il y a le CNN, convolutional neural network, c'est un type de réseau de neurones. Il y a aussi les graphes neural network, je l'ai dit tantôt. Il y a beaucoup de techniques, hein, donc il y a beaucoup de réseaux de neurones qu'on peut utiliser dans des cas précis, quoi. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet de gérer beaucoup de problèmes, ça permet de régler beaucoup de problèmes en fonction, parce qu'il y a beaucoup de sur les perspectives. Il y a beaucoup d'algorithmes comme le generative neural network, GANs, comme les GANs, tout ça. Il y a beaucoup
il y a beaucoup de neurones. Donc, ça, c'est le premier réseau de neurones. Donc, ça, c'est le MLP. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a pu avoir ces dernières années, quoi. Ok, merci pour la réponse. Je sais pas. Je pense que c'est bon. Je pense que tu peux passer à la page optimisation en attendant. Ok, d'accord. Ok. Pour rappel, il te reste environ 20 minutes. Ok, d'accord. Ok, je vais parler maintenant de l'optimisation parce que je pense que c'est une partie très importante parce que machine learning, l'IA is all about optimization parce que c'est de l'optimisation. Le but, c'est de trouver les bons paramètres, optimiser pour avoir les bons paramètres afin de réaliser la performance désirée, parce que l'optimisation, c'est une branche, donc on parle de maximisation ou minimisation quand on parle des gains, on parle de maximisation, on parle de fitness, la fonction fitness. Quand on fait de la minimisation, on parle de loss ou cost function. Le but là-bas, il faut savoir que le problème majeur en IA, c'est de minimiser les erreurs. Donc là, on minimise les erreurs, autrement dit, elles peinent parce qu'on essaie de simuler, ce qu'on veut, c'est de s'approcher de la valeur réelle. Donc là, on essaie de réduire les erreurs au maximum pour essayer de s'approcher de cette valeur, de s'approcher le plus proche possible. Donc là, l'erreur, c'est quoi? L'erreur constitue alors la différence entre la valeur réelle et la valeur prédite. Par exemple, si on a, si on a une personne qui va mesurer 1,80 m, on a dit que cette personne mesure 1,50 m, la différence, on va prendre cette différence, ça va être l'erreur. On va élever ça au carré pour un peu ne pas gérer avec les valeurs négatives, tout ça. Donc, c'est un peu ça. En fonction du problème, on calcule, on a la loss function. On a une manière de calculer, la perte, la loss function. Donc, il y a le mean square error, MSE. Ça, c'est quand on fait de la régression. Ça, c'est l'erreur quadratique. Il y a le binary classification, il y a le binary cross entropy. Ça, c'est pour faire de la classification binaire. Il y a le categorical cross entropy, ça, c'est pour faire de la multiclassification. Il y a aussi l'espace categorical cross entropy. Ça, c'est comme le categorical cross entropy. Ça, c'est pour faire aussi de la multiplication, quoi. Donc, optimisation. Donc, l'optimisation. Donc, ici, le problème, que les règles d'optimisation, c'est par exemple, comment modifier dans le réseau de neurones là, comment modifier les poids d'interconnexion de telle façon que les réseaux de neurones apprennent à reconnaître des formes données, apprennent à reconnaître des valeurs, apprennent à prédire des valeurs, à reconnaître des formes. Le problème, expliquez-moi que le problème, c'est ça. C'est comment modifier les poids et matrices d'interconnexion. Et la réponse à cette question, c'est que la modification doit se faire. La modification doit se faire soit par essai-erreur ou par les méthodes de gradient. Donc là, ici, on va parler de la méthode de gradient dans notre algorithme de backpropagation. Donc, c'est un peu ça comment ça se passe. Et là, il faut savoir que ça, pour la modèle, il faut savoir que ici, on a classe sortie, l'entrée et la sortie, mais les neurones mais les données se propagent dans les couches cachées, quoi. Et là, le problème, c'est ça se trouve là-bas. Comment modifier les poids qui sont là-bas pour essayer de faire apprendre le programme. Donc, c'est quoi la backpropagation? C'est un apprentissage supervisé qui compare les réponses aux unités de sortie et que aux unités de sortie par rapport à la sortie désirée, et ce programme et cet algorithme va réajuster en conséquence les poids dans les réseaux de neurones de telle façon que à la prochaine itération, avec les mêmes données, avec les mêmes entrées,
l'algorithme va être plus efficace. Donc là, c'est juste ça garantit la convergence. Donc là, c'est important pour ceux qui aiment l'algorithmique, parce que quand on fait un algorithme, il faut toujours garantir la convergence, il faut toujours garantir que ça marche, il faut toujours garantir que ça évolue dans le bon sens. Donc là, ici, on a le loss function. Donc là, le loss function, c'est ici le L là. Le L, ça, c'est le loss function. Donc, en fonction du problème, ça peut être le binary classification, le MSE. Donc là, mais comme je vous disais, le problème, c'est l'optimisation, c'est-à-dire trouver les bons paramètres. Comme je vous disais, le bon B' dans la définition de Minsky. Et le bon B', c'est le B' avec les bons paramètres, les paramètres optimaux. Et ces paramètres optimaux, ce sont ces paramètres optimaux, ce sont les paramètres qui minimisent la fonction perte. On parle de perte, donc on va essayer de minimiser ça. On va aller en bas, on va essayer de voir qu'est-ce qui minimise, quels sont les poids qui minimisent la fonction. Donc là, ici, on a pris 2 poids, donc il faut savoir que dans les réseaux non profonds, il y a des millions de poids, des milliers de poids, des millions de poids. Donc, quand ça dépasse 4, quand ça dépasse 2 poids, on peut aller afficher quoi, parce que nous, ce qu'on peut afficher, c'est les 3 dimensions. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ici. C'est pourquoi ici, on a pris 2 valeurs pour essayer de voir l'évolution de l'algorithme de gradient descente. Donc là, ici, on a les W1, W0 et W1, et en Z, on a la perte. Donc, on a essayé de voir beaucoup de valeurs de W1, beaucoup de valeurs de poids pour essayer de tracer la fonction de perte. Le but, c'est de minimiser cette fonction. C'est ça le but. Et minimiser cette fonction, il faut se rappeler qu'on apprenait au lycée quand on avait des fonctions, on calcule les dérivées, et la dérivée, quand la dérivée est égale à 0, on peut dire que là-bas, la fonction change de direction, quoi. Donc, c'est un pic. Donc là, ici, on va essayer de calculer les dérivées. C'est pourquoi aussi les fonctions d'activation doivent être différenciables. Aussi, ici, ce qu'on fait, c'est que là, on va essayer d'aller en bas, on va essayer d'aller vers le minimum. Mais ici, il faut aussi, je voudrais parler d'un concept mathématique qui s'appelle les fonctions, comme par exemple les fonctions convexes et les fonctions non convexes. Par exemple, avec les fonctions convexes, on a un seul minimum ou un seul maximum. Et ce minimum va être le minimum local ou le minimum global. Mais avec les fonctions très complexes, les fonctions non convexes, avec ces fonctions non convexes, on a plusieurs minimums. Donc, on a plusieurs minimums ou plusieurs maximums. Et là, on a plusieurs minimums locaux et un minimum global. Mais le but, c'est d'aller vers le minimum global. Donc ici, là, on va essayer d'aller en bas. Donc, comment on fait? Donc là, comment fonctionne l'algorithme de gradient descente? Lui, comment il fait? Lui, l'algorithme de gradient descente, c'est un algorithme très, très utilisé. Et c'est un algorithme très puissant. Et cet algorithme utilise les dérivés et il va à la direction opposée des dérivés. Pour descendre, c'est un concept mathématique. Pour descendre, il va calculer les dérivés de chaque fois, dérivés partiels. Donc, nous, on a l'habitude de travailler avec une seule fonction avec x, on a la dérivée de la fonction. Mais quand on a plusieurs paramètres, W0, W1, W2, W3, Wn, là, on va calculer les dérivés partiels. C'est-à-dire, on calcule les dérivés on calcule les dérivés pour chaque W. Pour chaque WI. De ce fait-là, on calcule, on a une valeur, on va aller vers l'opposé. On va aller vers l'opposé, c'est-à-dire on va multiplier par -1 pour aller à l'opposé de la direction du poids pour essayer d'aller en bas, de descendre. Donc, c'est comme ça que ça se fait. On va prendre là, on va faire un pic. Donc, on va prendre des valeurs 0. On va prendre quelques valeurs, on va prendre au random deux poids, enfin une combinaison de poids. On va calculer les dérivés partiels. Après avoir calculé les dérivés partiels, donc quand on parle de gradient, il faut comprendre les dérivés partiels. Là, on va prendre de petits pas. C'est le learning rate, c'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. On va multiplier cette valeur, on va soustraire en multipliant par le learning rate. Donc là, on va faire ça pour aller jusqu'à aller en bas. Donc, l'algorithme de gradient descente,
l'algorithme de gradient descente se fait comme suit. On initialise les poids, rendement les poids, comme ça, c'est une initialisation normale. Il y a une initialisation avec Xavier, donc on a déjà Xavier, une technique de Xavier. Donc on fait une boucle. On calcule les gradients, on prend ces poids, chaque fois on le soustrait de n. Cet état-là, c'est le learning rate. On le multiplie par sa dérivée. Donc on fait ça jusqu'à la convergence. La convergence, c'est que quand la valeur va être très proche de 0. Donc c'est un peu ça, c'est quand la valeur va être très proche de 0. Donc là, tu peux dire que si la dérivée est égale à 0,0000, on va s'arrêter tout ça. Donc c'est un peu ça l'algorithme de gradient descente. Donc il y a d'autres algorithmes d'optimisation. Donc il y a le stochastique gradient descente. Donc là, c'est un algorithme. C'est comme le gradient descente, mais c'est aussi optimisé. Parce que là, comme son nom est stochastique, ici, on ne calcule pas le gradient. Parce que le calcul du gradient, l'algorithme de gradient descente est efficace, mais ça consomme beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'avec le stochastique gradient descente, on ne calcule plus la valeur parce qu'avec 1 million de paramètres pour calculer tous les dérivés partiels, ça va être très lourd, ça va prendre beaucoup de temps, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher de la valeur. On va faire une approximation de la valeur du gradient. Donc là, il y a le adaptative, il y a l'adaptative gradient descente. Aussi, il y a le gradient descente with momentum. C'est un algorithme que j'aime bien parce que cet algorithme va simuler un peu la vitesse. C'est par exemple, quand on fait, par exemple, comme on descend, on va essayer d'accélérer pour ne pas s'arrêter au minimum local. Et là, c'est un algorithme très important que j'aime bien. Donc là, ça permet de ne pas stagner au minimum local et ça permet de converger plus rapidement parce que ça s'accélère. Donc là, il y a comment on fait ça. Donc c'est comme le gradient descente, mais on multiplie par alpha. Alpha, c'est xk, c'est ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de garder en mémoire les valeurs des W avant pour faire les calculs bas. Ça va permettre de voir, ça va permettre d'accélérer un peu. Donc alpha, ça sera une valeur qui sera entre 0 et 1. Donc ici, on va parler un peu de la régularisation. Donc, il faut savoir que le meilleur modèle est celui qui est grand et correctement régularisé. Parce que là, on est plus le modèle est complexe, plus c'est susceptible de d'overfitting. Plus le modèle est complexe, plus c'est problématique de l'entraîner. Mais avec la régularisation, on évite l'overfitting. L'overfitting, c'est quoi? C'est par exemple, c'est quand le programme maîtrise trop les données, en connaît trop. Donc, il va se spécialiser sur ça et ne pourra pas généraliser. De ce fait, quand tu vas croire que ton algorithme est bon, mais quand tu vas lui donner de nouvelles données, cet algorithme va être vraiment meilleur. Donc, il y a aussi le underfitting, donc c'est le sous-apprentissage, c'est quand le réseau n'apprend pas bien. Donc, ça, le problème, c'est d'être au milieu entre l'underfitting et l'overfitting. Il faut savoir que ça, c'est un problème. Donc, overfitting, c'est quand le biais est petit et la variance statistique, c'est la dispersion des valeurs, est très grande. Donc là, il faut essayer de jouer sur ça. Donc, il y a des techniques pour jouer sur ça. Il y a une régularisation qui va ajouter c'est comme on dit le lasso. Donc, lasso régularisation. Donc, ça va ajouter la valeur absolue des poids dans la fonction loss pour essayer de régulariser les poids, pour essayer de ne pas permettre au poids d'avoir une très grande valeur. Il y a le L de régularisation, c'est comme le L1, mais avec le L de régularisation, on somme avec la valeur au carré des poids, et ça va permettre
ça va permettre de ne pas avoir des poids très grands. Donc, il y a le early stopping. Donc, early stopping, c'est ça prend beaucoup de... C'est pas facile de calculer ça, mais c'est une technique très bonne pour ne pas overfeeder, pour éviter l'overfeeding, parce que là, on va afficher les tests, les données de test et les données d'entraînement. On va essayer de les suivre et de voir quand est-ce qu'il y aura la divergence. Et au moment de la divergence, c'est ça le bon modèle. C'est ça le bon modèle. Donc, là, je pourrais un peu vous montrer ça. Attendez, je vous montre ça. Je vous montre un peu ça. Donc là, il y a... Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ça ici, il y a ça ici. Donc là, c'est ça le testing error, c'est quand il y a la divergence, on note l'overfitting. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'arrêter ici, pour arrêter l'entraînement ici, c'est-à-dire faire le conditionnement. Donc, je vais revenir sur ça. Il y a le dropout. C'est une technique tellement importante parce que là, cette technique permet d'éviter la dépendance au niveau des neurones, d'éviter que les neurones soient dépendants de quelques neurones. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire en sorte que d'inhiber quelques neurones. On fait l'entraînement, on inhibe quelques neurones. On fait l'entraînement, on essaie d'inhiber quelques neurones. Donc, de ce fait, on va inhiber les neurones tour à tour. De ce fait, ça va éviter la dépendance du réseau de neurones sur certains neurones. Donc, ça va causer la décentralisation et ça va donner un modèle plus puissant. Bon, merci. Merci, je pense que c'est tout. Merci. Si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Allô? Allô, merci beaucoup pour ta présentation. Alors, si y en a qui ont des questions, vous pouvez intervenir comme tout à l'heure sur le chat. Je pense qu'il va rester quelque chose comme 5 minutes, donc on va pouvoir peut-être prendre une à deux questions avant de clôturer la séance. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, vous pouvez aussi lever la main, qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez intervenir directement. Allô, again? Allô, oui? Oui, bon, moi j'ai une question. En fait, ça concerne le bias et la variance. Donc, du coup, si on a un biais important, comment on devrait procéder pour réduire ce biais-là? Éventuellement aussi, si c'est la variance qui est trop importante aussi, quelle doit être la solution? Ok, d'accord, merci pour cette question. Donc là, il faut voir que ça c'est quelque chose, c'est dans l'entraînement. C'est-à-dire, quand il faut essayer de jouer sur beaucoup de choses pour éviter overfitting. Parce que là, le early stopping nous permet d'être au juste milieu, d'avoir le bon biais et le bon. Le early stopping nous permet d'avoir le bon biais et la bonne variance. Parce que ça permet d'arrêter là où ça ne va pas diverger. Je ne sais pas si... Et les techniques de régularisation permettent aussi de réduire les biais et réduire aussi la variance pour avoir des variances et des biais optimaux. Donc, tout ça se joue sur le nombre d'époques, par exemple, le nombre de fois que tu entraînes les réseaux de neurones, le learning rate, il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, le learning rate, peut-être, il y a aussi le nombre d'époques. Il y a aussi le batch size, comment tu vas entraîner ça, tout ça, et même
pense que c'est un peu ça. Ok, bon, merci pour la réponse. En fait, bon, je sais pas, mais par exemple, si le modèle donne un bon résultat sur les données d'entraînement et par contre sur les données de test, il donne un mauvais résultat là. Donc, est-ce qu'on, dans quel cas on peut dire que c'est soit le biais qu'il faut réduire ou bien la variance? En fait, bon, c'était l'approche de ma question, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, quand on a, quand on a, quand on a, quand on a un nouveau fitting, il faut augmenter le biais parce que le biais est très petit, la variance est très grande. Et quand on a le fitting, c'est le contraire. Donc, c'est un peu ma compréhension. Donc, quand tu as, pour le fitting, il faut savoir que c'est le biais que tu dois augmenter. Mais par biais, je ne veux pas dire que les biais des fonctions d'activation. Non, genre, le biais, c'est le terme statistique. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire par là. Oui, effectivement, c'est bon, j'ai compris. Merci en tout cas pour cette très belle présentation. Voilà, on voit bien que vous maîtrisez bien les basics des réseaux de neurones, quoi. Et c'est vraiment très important d'avoir ces genres de présentations davantage. Merci beaucoup. Vraiment, merci, ça me fait plaisir. Ok, je pense qu'on peut prendre cette dernière question de M. Adouban qui dit: avez-vous déjà rencontré des cas où les courbes d'apprentissage et de validation restent quasi constantes? Si oui, comment l'expliquez-vous? Bon, des cas où les courbes d'apprentissage et de validation restent quasi constantes. Donc là, moi vraiment, je n'ai pas encore rencontré. Je pense que mon master de si tu peux répondre à cette question. Parce que là, moi, je n'ai pas encore rencontré. C'est assez bizarre la question parce que normalement, lorsque tu testes le modèle complexity graph que tu représentes sur un graphe d'abscisse le nombre d'époques et d'autres layers. Donc, normalement, ce que tu vois au début, c'est qu'on commence par l'underfitting. Donc, les deux tours de à la fois sur le jeu de données de test, sur le jeu de données de validation et d'apprentissage sont au plus haut. Donc, normalement, plus l'apprentissage continue, plus les deux courbes décroissent jusqu'à un certain point. Donc, c'est là où on parle de early stopping. Ce point-là, c'est normalement là où le taux d'erreur sur le jeu de données de validation commence à remonter et le taux d'erreur sur le jeu de données d'entraînement continue à baisser. C'est là où on se rend compte que le modèle est en train de refiter. Maintenant, avoir les deux courbes qui sont constants, je ne sais pas, constant dans la diminution ou constant dans la croissance. C'est un cas bizarre, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Oui, je pense que c'est un cas très bizarre parce que ça veut dire que l'offre ne varie pas, la perte ne varie plus. Ça veut dire que si ça ne varie plus aussi, est-ce que oui, donc là, mathématiquement, je pense que c'est Babacar qui a déjà mathématiquement possible, mais pas dans la vraie vie. Donc, je pense que je vais laisser à Babacar de nous éclaircir ça. Bon, bonjour les gars. Mais, désolé. Hein. Et puis, merci pour la présentation. C'était vraiment top là. C'est comme si tu faisais un cours, donc ça m'a rappelé plein de choses. Mais oui, en fait, comme j'ai dit, hein, mathématiquement, puisque tu vois, la courbe, ça te permet de calculer une erreur, tu vois, entre l'apprentissage et puis les données que tu vas utiliser pour tes tests, etc. Bon, mathématiquement, c'est possible parce que c'est juste une différence. Donc, si dans une différence, tu as des valeurs qui sont égales, c'est sûr que c'est possible, mais ce n'est pas possible dans la vraie vie parce que si tu commences, c'est bon, disons que tu commences par exemple par faire quelque chose de random sur tes poids, ok? Et tu as vu que quand tu commences ton gradient descent là, mais que tu fasses du background propagation ou bien juste du forward, tu verras que tout le temps, chaque fois quand tu calcules, il y a une optimisation qui se fait derrière, et puis après, les valeurs vont changer. Et puis dès que les valeurs changent,
ta différence va changer et puis ta courbe d'apprentissage ou bien même de validation va obligatoirement changer. Donc, comme j'ai dit, mathématiquement, c'est possible, oui, parce que c'est une différence. Mais dans la vraie vie, ça ne pourra jamais arriver parce que tu initialises de manière random. Et puis après, plus tu fais, voilà, ça va changer. Voilà. D'accord. Merci, docteur Mbaye. Merci vraiment. De rien. Alors, merci encore donc, pour ta présentation, c'est vraiment super et merci beaucoup à tous donc d'avoir pu assister à cette présentation. Donc, merci également à Daouda pour avoir coopéré ça et à Dakar pour avoir permis d'organiser ça. C'est exactement comme ce soir. Donc, merci à tous. Donc, vous pouvez aussi rester connectés sur nos différentes chaînes de communication, à savoir Twitter, LinkedIn, etc. Où on va pouvoir partager par la suite les présentations dès que ce soit disponible. Donc aussi, si je peux vous envoyer par la suite la présentation par mail, donc ça serait bien pour qu'on puisse partager ça. Ok, d'accord. Super, super. Alors, merci à tous. Donc, je pense que nous allons lever la séance. Again? Allô? Allô, oui. Oui, en fait,